Quelles sont les bonnes pratiques des organisations qui souhaitent instaurer ou consolider un climat relationnel stable et constructif avec leurs équipes? Si vous représentez une entreprise, une organisation, vous avez certainement déjà mis en place un certain nombre de pratiques pour favoriser une communication interpersonnelle de qualité, et cette vidéo ne prétend pas être exhaustive ou donner une recette surfaite. En revanche, j'ai identifié 10 pratiques qui me paraissent efficaces, pragmatiques et plutôt faciles à mettre en œuvre, si vous ne l'avez pas déjà fait, au sein de votre entreprise. Et cerise sur le gâteau, ces approches et ces pratiques, à mes yeux, donnent tout son sens à l'approche assertive et, dans une démarche qui me tient particulièrement à cœur, une démarche systémique. Première pratique, élaborer un contrat relationnel co-construit avec vos équipes, avec vos salariés. Clarifiez ensemble les attentes en termes de relations interpersonnelles, les règles de feedback, l'accueil des désaccords, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, les règles de partage de la parole dans les réunions, et réviser ce contrat collégialement et régulièrement. Deuxième pratique, privilégier la transparence des décisions. Expliquer le pourquoi des décisions qui ont un impact sur les salariés, les critères de choix de cette décision et les arbitrages à opérer pour la mise en œuvre concrète de cette décision. S'entendre clairement sur qui décide et sur quoi. Troisième pratique, instaurer des feedbacks ritualisés. Des entretiens individuels dès que c'est nécessaire, que ce soit entre un N+1 et ses équipes, entre des collègues, des rétrospectives d'équipe où chacun peut s'exprimer. Évidemment que à l'intérieur de ces rétrospectives, pas de posture descendante, pas de posture infantilisante ou pire, de posture coercitive. Et je parlais des feedbacks à l'instant, mettre en place des feedbacks que l'on appelle également des feedbacks ascendants, c'est-à-dire un collaborateur, une collaboratrice à destination de son N+1 ou de sa hiérarchie. Alors sur quoi peuvent porter ces feedbacks ascendants? Sur le management, sur la communication, sur l'organisation du travail, sur les décisions qui sont prises, sur les effets concrets de ces décisions ou de certaines pratiques qui ont été mises en œuvre dans l'entreprise. Quatrième pratique, former l'ensemble des collaborateurs à l'assertivité. Au-delà de tout ce que j'ai pu déjà évoquer dans les précédentes vidéos sur l'assertivité et les bienfaits de l'assertivité, je trouve que cette approche favorise une vision systémique et contextualisée d'un environnement professionnel. On prend en compte les personnes, la relation, l'environnement de travail. Et ça me semble extrêmement important. Cinquième pratique, permettre véritablement un droit au désaccord. Instaurer des espaces de débat sécurisés qui peuvent être facilités par des personnes qui ont été formées à l'intelligence collective, par exemple, avec des règles claires et un cadre de confiance solide. Sixième pratique, eh bien, reconnaître les contre-pouvoirs et ne pas les disqualifier par principe. Quels peuvent être ces contre-pouvoirs? Eh bien, dans les grandes organisations, les représentants du personnel, les syndicats, ou dans les plus modestes organisations du travail, des collaborateurs qui vont être porte-parole des salariés. Ça peut être également des médiateurs, ça peut être également des psychologues du travail, des médecins du travail. Donc, en bref, instaurer un climat qui permette l'expression de ces personnes-là, qu'il y ait une volonté de mettre en place des protections anti-représailles au cas où des personnes s'expriment, et bien sûr qu'il y ait, vous vous en doutez, une écoute et un soutien des victimes de comportements qui pourraient être inappropriés. Septième pratique, instaurer une gouvernance des conflits, c'est-à-dire mettre en œuvre, ou en tout cas clarifier des procédures en cas de comportement relationnel problématique. Faciliter, donner une visibilité au délai de traitement, au mode opératoire interne, voire externe que vous avez mis en œuvre ou que vous devez mettre en œuvre. Tenir une traçabilité des problèmes survenus au sein de l'entreprise et des solutions évidemment qui ont été apportées. Huitième pratique qui me semble importante également,
Véritablement respecter des rythmes de travail soutenables pour les salariés. Donc avec des charges de travail réalistes, un droit à la déconnexion et la limitation des urgences permanentes. Dans certaines organisations du travail, tout est urgence. Et quand tout est urgence, les frictions peuvent commencer à arriver et le mal-être à s'installer. Neuvième pratique, mettre en œuvre une équité tangible, c'est-à-dire des grilles salariales transparentes, procéder à des audits réguliers, mettre en œuvre des promotions qui sont justifiées et un accès à la formation qui soit équitable. Et enfin, dixième pratique, avoir des indicateurs relationnels suivis. Ça peut prendre la forme de baromètres de climat relationnel, ça peut être une attention particulière sur le turnover, sur les signaux faibles qui peuvent mener potentiellement à des risques psychosociaux, avoir une communication plan d'action à mener en cas de dysfonctionnement relationnel qui soit public et accessible à l'ensemble du personnel. Alors, toutes ces pratiques que je viens d'évoquer avec vous, bien entendu, doivent être faites dans dans une perspective congruente avec des approches qui vont favoriser les relations de travail saines pour permettre justement de faciliter, d'autoriser les échanges, le dialogue et évidemment le dissensus. En bref, il ne doit pas y avoir, ou en tout cas à la marge, y avoir de divergence énorme entre ce qui est affiché par l'entreprise et ce qui s'y passe réellement. Ces pratiques doivent être également mises en œuvre dans un climat relationnel où la personne, l'individu, le salarié est considéré dans son ensemble. Ce qui fait sa singularité, son cadre de travail, la fonction qu'il occupe, le salaire qu'il perçoit, le niveau hiérarchique qu'il a. Est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est un manager? Sa charge de travail, son expertise. Et puis, ces pratiques doivent être, comme je le proposais tout à l'heure aussi, contextualisées, c'est-à-dire que l'entreprise doit savoir euh, se remettre elle-même en question, remettre en question son propre fonctionnement, ce qu'elle peut améliorer, ce qu'elle peut générer comme inconfort ou mal-être, voire dans certaines situations ce qu'elle peut générer comme souffrance au travail, et ce qu'elle peut évidemment encore consolider. Le sentiment d'appartenance, la collaboration réelle entre les personnes, des espaces de convivialité, une relation adulte-adulte privilégiée, la protection de la vulnérabilité, la parole divergente, écoutée. Alors, qu'est-ce que ces approches et pratiques favorisent? Alors, ça tombe sous le sens qu'elles favorisent un climat relationnel apaisé, des relations de travail plus stables, mais elles favorisent aussi, et on n'y pense pas toujours, l'émergence de personnalités plus introverties qui, dans ce type de contexte, vont se sentir pleinement en sécurité pour s'exprimer et apporter leur valeur ajoutée. Et puis, ça peut susciter aussi l'expression de problématiques sur lesquelles des solutions peuvent être trouvées collectivement et non plus strictement individuellement, voire de manière individualiste. Dans ce climat relationnel, ces pratiques permettent également de retrouver, ou en tout cas de consolider la motivation des salariés, et puis, une contribution de chacun à sa juste mesure. Comme chacun se sent autorisé, chacun peut participer à le climat et aux décisions, les stratégies, etc., prises de manière plus sereine et à sa juste mesure. Dans cette vidéo, je me suis positionnée du côté de l'employeur, du côté de l'entreprise, celle qui souhaite mettre en œuvre des pratiques qui vont favoriser un climat relationnel de qualité fondé sur des bases solides. Dans une prochaine vidéo, je me positionnerai plutôt du côté salarié et je proposerai les 10 autorisations des collaborateurs, collaboratrices qui souhaitent optimiser leur communication assertive avec leurs supérieurs et leurs collègues de travail, toujours dans une perspective de relations de travail saine et équilibrée. Je vous invite à consulter mes précédentes vidéos. Qu'est-ce que l'assertivité au travail? Pourquoi manque-t-on d'assertivité et comment gagner en assertivité?
Je suis Marie Verguet, je suis consultante formatrice certifiée Calliope et coach. Vous pouvez me retrouver et retrouver l'offre que je vous propose dans son intégralité sur mon site internet lesondemavoix.com. Et si vous n'êtes pas déjà sur ma chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Marie Verguet. Je serai ravie de répondre à vos besoins et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.